by night. C'est la jeunesse responsable, le rendez-vous de la jeunesse responsable. Bon senior director, Didier Likonda, Franchamat, Annabelle Zogamaondi, Léa Zanouté Pereira. Il y a du monde dans ce studio, mesdames, messieurs, je ne vous dis pas. Bienvenue dans By Night, qui a l'honneur de recevoir un rebelle, qui, oh bon Dieu, n'a de cesse en mémoire les tragédies des peuples noirs, fort de son combat rectificateur des vérités falsifiées. On écoute ça. La vérité est falsifiée. Notre invité est un panafricaniste et antiraciste, défenseur de la culture afro-caribéenne, qui dans le mood d'une génération consciente, à toi-même tu sais, trouver sa route dans le métissage des couleurs, j'allais dire des cultures aux couleurs tropicales, dont il promotionne depuis 1995 sur la radio du monde. RFI. Oups ça. Dans nos mains on tient le bon refrain. Avec nous tu verras le chemin, complot de tous les colonisés, fomenté par les vents du passé. Lumumba et Nkrumah, Angela et le roi Akhenaton, Luther King, Farrakhan, Cheikh Anta, Mandela, Césaire et France Fanon. Inutile que je continue, mesdames, messieurs. Claudiciard et son équipe dans la ville capitale économique Ndjinji pour appuyer la première édition du festival Ponton Musique de l'Institut français du Congo à Pointe-Noire et dans By Night. Maintenant, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Hello Yann Orion, merci mon frérot de me recevoir dans By Night. On va passer une partie de la nuit ensemble, mais pas toute la nuit. J'ai confiance, pas toute la nuit. Que de belles rencontres, vous avez raison d'ailleurs de nous envier. Et ça va commencer, on commence cette émission par une surprise. Likonda, on le fait ou pas? Yeah. On y va. Here we go. Blotti sous la couverture, chantons ta voix qui résonne au creux de l'oreiller. Trop amer et le cœur en poussière. Faut se Se dire c'est la vie, drôle de vie. Souffle, Pour vous, moi j'avoue mes airs. combien. J'ai 400 la vie se lever. Pour ouais moi. Aïe aïe aïe. Je veux soigner tes blessures. Ah oui? Entends ma voix, elle résonne Au creux de l'oreiller. et le ciel Nous paraît tellement bleu quand on est amoureux, nuageux, quand on est malheureux. Pour vous, moi j'avoue mes airs. J'ai 400 potes là ouverts. Merci. Merci DJ Likonda. Très belle chanson, hein? Claudiciard en featuring avec Jocelyne Nabil et Magic System. C'est quoi le titre déjà, Claudie? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais je t'attendais jusqu'au bout. Mais c'est bien d'avoir commencé par une chanson d'amour, parce que je trouve que ce monde manque d'amour, manque de ce qu'est l'essentiel. Dans tous nos débats, hein, dans toutes les discussions ici et là, dans toutes les envies, dans toutes les émancipations, dans toutes les modifications que l'on voudrait dans nos sociétés, on manque à chaque fois d'un ingrédient essentiel qui est celui de l'amour, parce que c'est ce vers quoi nous tendons tous. On a tous envie d'avoir de l'amour dans nos vies, et on rajoute souvent, oui, de l'argent pour être un peu libre dans nos sociétés modernes. Mais voilà, donc c'est plutôt intéressant. Et puis cette chanson, elle est importante dans mon histoire, dans l'histoire de Jocelyne Nabil, dans l'histoire de Magic System, puisqu'elle nous réunit Exact, c'est du 3 en tous. 1. Exactement, elle nous réunit, et c'est l'histoire d'une rencontre d'octobre 1999, au moment où au Centre culturel français
d'Abidjan. À l'époque, ce n'était pas Institut français, mais Centre culturel Centre français. culturel CSF. On organise un spectacle de zouk et j'ai quelqu'un qui vient me voir au moment où je sors de la RTI pour promouvoir justement ce Ce spectacle. single. Ce Et spectacle. c'est un certain Assalfo. Il me dit, oui, grand frère, voilà, on vient de sortir notre cassette, notre CD. Pour nous, c'est difficile ici. Ça fait une semaine qu'on est sur le marché. Personne ne nous écoute. Si toi, tu peux nous aider, passer la musique sur RFI, ce serait super. Mais surtout, est-ce qu'on pourrait pas passer en première partie du spectacle de zouk? Et je lui dis, oui, mais c'est justement un spectacle de zouk. Alors, il y avait les Thierry Cam, Jocelyn Deloumeau, Sonia Dersion, donc Leila Chico était là, Jocelyne Nabil, évidemment. Et je lui dis, que fais-tu comme musique? Il me dit, bah, avec mon groupe, on fait du zouglou. Je fais, ouais, du zouglou. Je lui dis, bon, je vais prendre le CD, et dans la voiture, j'écoute, et on va voir. Et lorsque dans la voiture, je mets le CD, le premier titre, c'est Premier Gaou. Et je tombe amoureux de la chanson dès la première minute. Je dis à l'organisateur, viens, on les fait passer en première partie. C'est bien, des artistes antillais viennent au pays, mais en première partie, il y a des artistes ivoiriens. Les gens ne connaissent pas, la chanson vient de sortir. Et là, le public demande à bisser la chanson lorsqu'ils sont en première partie de ce spectacle de zouk. La suite, je rentre à Paris et durant tous les 2 jours, je passais Premier Gaou. J'avais des appels du monde entier. C'était incroyable. Et c'est le début de l'aventure. Le début de l'aventure. C'est pour ça que cette chanson est importante. Et lorsque, avec Jocelyne, on a appelé les magiciens pour venir sur la chanson, ils ont dit oui tout de suite. Et la chanson, voilà, c'est un tube. Très belle histoire. Est-ce qu'on peut applaudir pour Claudicia? Oui. Non, mais c'est pour surtout Jocelyne qui a toujours de très bonnes idées. D'ailleurs, je dis toujours que lorsqu'elle décide de faire la chanson Laisse parler les gens, elle a tout compris en voulant mélanger Africa et diaspora, les Antilles et l'Afrique. Elle a tout compris puisqu'elle a donné le point de départ à un style musical où on mélange justement Caraïbes et Afrique. Et c'est elle qui est à l'origine de ça. La ville océane, la ville centenaire que tu connais très bien, Oui. peut à l'heure actuelle se réjouir d'avoir un festival qui, d'un premier point, voilà, je vais le dire, rend un hommage mérité aux musiques afro, et de l'autre, participe à cette connexion des générations, d'où je pense au Bantou de la capitale, en passant par Youssoupha jusqu'à Titi Mefapar. Et puis, ce festival se veut être éclectique. Et là, je parle là de Panton Musique. Qu'est-ce que ça te fait, Claudicia, d'être ce témoin privilégié de la naissance de ce grand événement? Bah, c'est l'ADN de Couleur Tropicale. C'est-à-dire que c'est pour ça que je viens de raconter l'histoire de Magic System. Donc, on s'enorgueillit toujours, on le dit avec prétention, mais surtout avec affection et avec humilité, quand même, d'avoir comme ça découvert Magic System. Et le propre de Couleur Tropicale, c'est de permettre à des artistes qui, pour nous, ont le talent, on a des critères très précis, on n'est pas là en train de dire qu'il faut que ça nous plaise à tout prix, mais il faut qu'on ait le sentiment on est en face de nous de vrais artistes, une vraie chanteuse, une vraie rappeuse, un vrai rappeur, un musicien, qu'importe. On a besoin de sentir cette émotion-là pour partager avec le public. Donc, pour nous, être à Panton Musique à cette première édition, bah, c'est notre histoire aussi qui continue de s'écrire. Et c'est aussi la possibilité pour nous de permettre à des artistes d'écrire leur histoire, d'être entendus bien plus loin que leur Congo natal, d'être entendus sur une radio qui depuis très longtemps fait la promotion des artistes du continent et des diasporas. Donc c'est à la fois un honneur et c'est la mission qui est la nôtre que nous remplissons au quotidien, d'être ici et de découvrir, de rencontrer des artistes vraiment qui nous ont touchés. Nous avons déjà enregistré nos émissions et ça a été un bonheur, des moments vraiment à la fois des moments simples, des moments de partage, des moments de vérité, de sincérité que nous ont offert les artistes et que nous avons, je crois, j'espère en tout cas, su recevoir et retransmettre à travers les émissions. Je le pense aussi. Claudie, toi qui hier étais artiste... Tu étais là, chanteur, tu l'as vécu avec nous. Bien sûr, Bon. bien sûr. Qu'est-ce que ça fait concrètement, toi qui étais artiste, et dis-nous... C'est pas bien ce que tu viens de faire. C'est pas bien, tu dis toi qui étais. Moi, je pense qu'on l'est jusqu'à la fin de sa vie, même si on n'enregistre plus de chansons. Ah oui, non, je t'embête, ouais. je t'embête. Non, mais réponds pas, je t'embête. Alors, tu sais quoi? Lorsque tu dis ça, en réalité, c'est je me mets un coup de marteau sur la tête en disant, mais alors, tu les termines les chansons que tu souhaites écrire et enregistrer. Alors, je le fais juste par pur plaisir. Je le fais pas pour être dans l'arène avec les autres artistes. Évidemment, je le fais par pur plaisir. Donc voilà. Alors, dis-nous, qu'est-ce que ça représente concrètement de participer à un festival? Qu'est-ce que ça apporte dans la vie d'un artiste?
Moi, je crois que les femmes et les hommes qui, à un moment, décident d'organiser des festivals, et surtout ce type de festival-là, parce que tu peux juste organiser un festival avec de grandes stars, des gens déjà confirmés. Tu sais que tu vas amener des dizaines de milliers de personnes. Tu sais que ce sera un vrai succès populaire. Et puis, tu as des festivals qui ont pour mission et pour ambition de faire émerger une nouvelle scène, de permettre à des artistes que l'on n'invite pas dans la salle à la mode de la capitale ou d'une des grandes villes du pays, eh bien, on ne permet pas à ces artistes-là de venir parce qu'on se dit, si on les programme, il n'y aura pas de monde. Et donc, d'avoir un festival comme ça qui regroupe des gens qui ont déjà... Alors, certains ont déjà une fanbase importante, hein, mais qui n'ont peut-être pas encore un public nombreux, suffisamment nombreux pour louer une salle et faire un grand concert. Eh bien, un public plus large va venir les découvrir. Et de le pourquoi de cette question. Pointe-Noire, vivier d'une jeunesse d'artistes talentueux. Hein, je pense que ça a toujours été le cas. Voilà, ça a toujours été le cas. Est-ce que la culture, le culturel que tu es, bien sûr, le perçoit aussi? Ah mais moi, j'ai toujours vu en Pointe-Noire, c'est la 3e fois de ma vie que je viens à Pointe-Noire, mais j'ai toujours vu, ou parce que j'ai rencontré des artistes de Djinji à Paris ou ailleurs, et j'ai toujours su qu'il y a de la créativité. Mais je vais même aller beaucoup plus loin, il y a de la créativité partout. Il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y ait pas d'artistes créatifs qui sont dans leur sincérité. Encore une fois, un artiste, il doit, parce qu'il est sincère dans sa démarche, en tout cas on l'espère, il doit juste nous dire qui il est, et donc forcément, puisqu'il porte en lui une part d'identité partagée avec d'autres de ses concitoyens, eh bien, il nous dit quelle est sa région, quel est son pays, quel est son village, quelle est la situation sociale, culturelle, même à travers des chansons très légères. Hein. Et donc, à Pointe-Noire, il y a toujours eu ça. Le problème, c'est que cette ville, qui est une ville dont le Congo tout entier ne peut se passer parce que c'est une ville pétrolière, c'est la capitale économique, et on a le sentiment qu'on ne voit que l'économie, qu'on ne voit que l'argent, et on ne voit pas l'identité de cette ville, l'histoire de cette ville, la culture donc de cette ville. On ne voit pas le patrimoine de cette ville. Tu citais tout à l'heure Annabelle, et avec Annabelle, lors de notre précédent voyage à Pointe-Noire, on s'est promené comme ça. Dans tous les quartiers un peu de Pointe-Noire, on s'est promené, on regardait les maisons qui datent de l'époque coloniale, et la gare par exemple, est, alors même si elle date de l'époque coloniale, mais désormais c'est un patrimoine de la ville. Et de voir que ce patrimoine-là n'est pas entretenu, c'est dommage. Un patrimoine qui s'effrite, jour après jour, année après année. Mais oui, c'est une belle ville. Donc si tu veux, c'est ça. Pour nous aussi, être là, et l'idée de ce festival, c'est parce qu'au-delà des artistes, il y a un projecteur sur Pointe-Noire. Si RFI est partenaire du festival, ça veut dire qu'on parle de Pointe-Noire. Parler de Pointe-Noire, c'est parler de ce festival, c'est parler aussi de sa ville, c'est parler aussi de tous ses habitants et de tout ce qu'il y a de bien et de meilleur, ou pas, dans cette ville. Cette question ne va pas plaire à nombreux. Pour avoir fait plus d'un tour au Congo, Claudie, qu'est-ce qui manque réellement à la musique urbaine congolaise pour qu'elle s'exporte à la fois sur le continent et dans la diaspora? Tout dépend ce que l'on entend par s'exporter. Si on entend juste par s'exporter, aller gagner de l'argent ailleurs pour que les artistes vivent mieux, moi, j'ai pas envie de répondre à cette question-là. Si on entend par s'exporter, c'est faire savoir qu'ici, il y a des talents, qu'ici, il y a de la musique qui mérite d'être partagée parce elle porte en elle une dimension universelle, parce qu'elle s'inspire aussi, lorsqu'on parle de rappeurs, de rappeuses, eh bien, forcément, ces artistes-là s'inspirent de ce qui s'est fait, de ce qui se fait encore aux États-Unis, en Angleterre ou en France. Lorsqu'on parle d'artistes plus tradimodernes ou d'alchimistes, et je pense par exemple à Pattern Maestro, tu vois, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de s'exporter, c'est-à-dire faire savoir. Et donc, que manque-t-il? Il manque pas de créativité, il manque pas d'artistes, les artistes ils sont là. Là-dessus, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On a maintenant une problématique sur l'encadrement peut-être des artistes. Mais je crois qu'avant l'encadrement, il y a le terrain. Est-ce que le terrain est suffisamment fertile pour que les artistes du Congo, en général, puissent gagner le monde, et puissent gagner le monde?
Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des problèmes encore. Si dans d'autres pays, les artistes ont la possibilité, auteurs, compositeurs, interprètes, arrangeurs, ont la possibilité de gagner de l'argent parce que leurs œuvres sont diffusées à la télévision, à la radio, il faut qu'au Congo, prendre ça en main, comprendre que c'est une matière première, la culture. La musique, c'est une matière première. Ça peut, si on veut parler d'argent, ça peut ramener des devises au pays, mais surtout ce que ça ramène. Et pour moi, c'est une plus grande richesse encore. C'est de la lumière sur un pays. La Jamaïque, en réalité, elle rayonne comment? Comment a-t-elle rayonné à la fin des années 60, début des années 70? Elle a rayonné par sa culture, par la musique, puis par le sport dans les années 80, 90 et aujourd'hui encore. Quand on pense à la Jamaïque, on pense musique et sport. Alors, il n'y a pas que ça en Jamaïque, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Et la musique rapporte des millions par an à la Jamaïque. Cette musique-là, ces artistes-là. Et le sport, pareil, on va pas rentrer dans les trucs, les sponsors des grands athlètes, femmes et hommes de la Jamaïque. Et donc, à un moment donné, c'est comment est-ce que les mentalités évoluent? Comment est-ce que l'on arrive à comprendre, à se dire, il faut que l'on mette en place des politiques pour qu'on ne voit pas le Congo que comme un pays pétrolier, mais un pays dont la culture est forte, dont l'histoire est forte. Et tout à l'heure, tu parles de politique. Est-ce que lui-même, le politique, a réellement sa place dans ce système pour que ça marche? Bien sûr, il est essentiel. Il y a une phrase toute faite qui dit « Si tu ne t'intéresses pas à la politique s'intéresse à toi ». Voilà, exactement. Donc oui, c'est le rôle du politique, le concitoyen qui a décidé de voter, voter pour un président, voter pour un maire, voter pour des députés. Il attend de ses représentants qu'ils fassent en sorte que le quotidien des gens soit amélioré. Et quelle que soit la fonction des gens, quelle que soit leur place au sein de la société congolaise. Il a eu Franklin l'insoumis, Thomas Sankara le révolutionnaire et puis Claudie le rebelle. Rebelle et journaliste. Qui tu es vraiment? Pour répondre à cette question, je vais appeler celle que je considère comme Annabelle Zogamaondi, Frida LG depuis Chypre. Elle, c'est mon assistante. Ouais. Allô Frida? Blessés, nous le sommes tous. Meurtris, nous pouvons l'être un jour. Tout cela contribue à l'équilibre de la vie. Papa Wemba a chanté Mama soki ozalaki kaka na bomoi, mbele nasengi yo ozala toujours kakawana. Une mère reste une mère, même sous terre, et c'est à nous d'apprendre à vivre sans elle. Munie d'un énorme palmarès, Claudie Sillard a encore beaucoup à faire. À presque 60 ans, chaque bataille menée compte. Aucun progrès n'est insignifiant lorsqu'on gravit les échelons. Si en visant la lune on la rate, au moins on pourra atterrir sur des étoiles, et l'une d'elles représente ce lien indescriptible avec sa génitrice. Comment ne pas se battre pour continuer de soigner l'image de celle qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui? Claudie est la définition même de « arrive là où je ne suis pas arrivé ». Tel est le vœu que tout parent fait. Il n'est peut-être pas au centre de l'univers, néanmoins il est une lumière, et ce, même si la route n'est pas droite. Les erreurs font que l'on se rencontre, qu'on apprenne et qu'on avance. Qui est réellement Claudie Sillard? Au-delà de cette caricature qu'on l'attribue, les mots peuvent paraître tellement lourds pour décrire cet homme qui fait parler de lui. Claudie est un fils du monde. Partout, il est chez lui. Guadeloupéen d'origine, aucune formation ni avancée technologique ne pourront lui arracher d'entre les mains de sa terre chérie, celle qui est ancrée au plus profond de lui. De toutes les casquettes qu'il porte, de globe-trotteur à père, il y a aussi à l'intérieur un enfant qui ne cesse d'apprendre, un grand homme qui s'améliore. Celui qui passe par des épreuves, celui qui n'a que ses mots comme remède, celui qui est fatigué de voir l'injustice, celui qui est pacifiste. De vous présenter un Sillard militant, quelqu'un qui dit tout haut ce que les autres disent tout bas, ce Claudie que les Africains applaudissent et dénigrent en même temps. Au milieu de tout ça, où se situe-t-il? A-t-il déjà eu l'occasion de se présenter en tant qu'être humain? Le souffle ne s'achète pas dans un coin de rue, et tous les jours viennent avec son lot de soucis. Il n'est qu'un homme comme tout autre aussi. De ceux qui osent, il milite pour une Afrique noire et blanche réunie. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit unis.
Entre ce qu'il est et ce qu'il fait, il y a un combat à l'intérieur de lui. Voulant par moments se retirer, mais trop engagé, il demeure pour battre en retraite. Lui, c'est plusieurs nations, complexes et simples en même temps. Il n'est pas facile à cerner, bien qu'il soit un homme du peuple. Claudie, ce sont des larmes qu'on ne voit pas, une souffrance derrière ce grand nom, et une vie pleine de rebondissements. Panafricaniste, militant, journaliste, enfant du pays, rêveur, amoureux de la vie, engagé. Avec toutes ces épices, comment peut-on se retrouver soi-même? Où est-il? Qu'aime-t-il? Est-il heureux? C'est ce qui compte le plus. Quand vous penserez à Claudie, pensez père, pensez ami, pensez frère et surtout pensez à lui. Entre l'envie de tout claquer et de rester combattre pour une génération consciente, la ligne est très fine. Alors, laissons-le vivre. Claudie, aimez-vous plus, autant qu'avant, mieux qu'aujourd'hui et plus fort que demain, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Malgré ses défaites et ses luttes, Dieu l'aime toujours si fort. Pour le reste, nous savons qui il est. Nul besoin de citer les gros titres. Ce qui bâtit un être humain, c'est sa capacité à progresser, peu importe les difficultés. Claudie, votre générosité et cet amour pour ce que vous faites apportent une touche particulière à cet univers. Mais si empile d'exister. Alors voilà, c'était l'analyse. C'était votre analyse plutôt. Ce fut un réel plaisir de vous avoir reçu. Bon séjour chez vous. Et avant de finir, s'il vous plaît, emmenez Yann. Partez avec lui. Voilà, bisous, bisous et surtout que Dieu vous garde. Voilà, c'était Frida NG pour Merci. son analyse. Elle le fait, je sais pas comment elle le fait, mais chaque jour. Les sacrifices qui furent les tiens rendent... Merci. Voilà, Frida NG depuis Chypre. Ouais. Alors, Je lui ai serré la vie pour qu'elle le fasse. merci infiniment à elle. Merci. C'est probablement l'un des plus beaux portraits, mais l'une des façons les plus justes, les plus subtiles aussi d'essayer de me décrire, parce que à la question qui suis-je vraiment, je ne le sais pas moi-même. Je pense que les gens qui sont capables de dire je suis ça, je suis très bien hein, s'ils y arrivent. Moi, parce qu'à la fois il y a la vie que j'ai choisie, un monde contre lequel je me bats souvent, mes aspirations profondes que j'exprime, et certaines, beaucoup d'ailleurs, que je n'exprime pas. Il y a cette extrême violence de nos sociétés, du poids de l'histoire, des rapports avec les autres. Et effectivement, c'est très étonnant qu'elle ait réussi à dire que parfois j'ai envie de tout laisser tomber, de partir loin, d'être loin de tout et de rester seul. Parce que c'est vrai. Et je pense qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que je n'y pense pas. Et le fait d'avoir évoqué ma mère, je pense que réellement, il y a deux personnes qui m'empêchent de ne pas arrêter. De ne pas arrêter. Il y a ma mère et il y a mon frère, Eric. Alors, on pourrait dire, mais mes enfants, mes filles, non, parce que je pense que maintenant, elles font leur vie, elles écrivent leur histoire, et ce n'est pas la même chose. Il y a eu la transmission qui devait s'opérer, puis elles écrivent leur histoire. Donc, elles ont besoin de moi en tant que père, mais je pense pas plus, quoi. Voilà, c'est déjà important. Hein, et justement, parlons de famille. Est-ce que cette famille t'accompagne dans tes combats au quotidien? Mon frère, oui. Mes enfants, c'est différent et c'est tout à fait normal. Elles ont leur histoire à faire. Alors, elles sont là, hein, évidemment, hein, mes filles sont présentes. Hein. Mais elles écrivent leur histoire. Ma fille aînée s'est mariée. Enfin, voilà. Donc, elles n'ont pas de raison de se soucier uniquement de papa, même si elles peuvent se soucier de leur père, parce que c'est normal, c'est ce que font les enfants. Mais elles écrivent leur histoire. Non, je pense que c'est vraiment avec mon frère Eric que on est liés. Et voilà, je pense que lorsque l'un fait quelque chose, voilà, l'autre est toujours là. Oui, bien sûr, mais depuis qu'on est enfant, parce qu'on a vécu des moments, même si on est plusieurs, nous étions 8,
dans la famille. Nous ne sommes plus que 5 aujourd'hui. Mais voilà, tous les deux, on est passé par des moments très durs, tous les deux, et donc ça nous unit. Mais pour revenir juste très rapidement sur le portrait, c'est compliqué. J'ai aimé lorsqu'elle a dit des Africains qui l'aiment et d'autres qui le détestent. Exactement. Parce qu'elle a raison. Parce qu'au moment où dans la vie, on prend des positions, on dit des choses, on essaie aussi parce qu'on réfléchit soi-même, de faire réfléchir les autres sur les situations. D'essayer d'expliquer, ne prenez pas un épisode dans son immédiateté. Essayez de réfléchir. Si on dit ça, si on fait ça, quelles seront les conséquences pour demain? Ne voyez pas la satisfaction présente, la satisfaction immédiate. Et là, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Parce que nous sommes des peuples du présent, de l'immédiateté. Nous sommes des peuples qui avons parfois oublié notre histoire, oublié pourquoi nous en sommes là. Et le fait d'oublier ça est le moindre épisode qui peut sembler une victoire, petite victoire, aussi petite soit-elle, on peut en faire une grande victoire et être persuadé que c'est cette voie-là. Et moi, j'essaie de dire aux gens qu'il y a tellement de nuances, c'est tellement contradictoire. Et elle l'a très bien dit. En moi aussi, ça se contredit. Je vais pas l'expliquer là, ce serait trop long, mais en moi aussi, les choses se contredisent parce que je me dis, ça c'est intéressant, c'est important. Mais je sais que si on va sur cette voie-là, ça va être un problème. Donc, et lorsque vous essayez de l'exprimer de façon publique, les gens disent, mais on comprend pas ce que tu veux nous dire. Voilà. Et je comprends que les gens ne comprennent pas. Beaucoup de pensées, non, mais je comprends que les gens ne comprennent pas. Moi, je comprends. Mais je comprends parce qu'on n'est pas tous au même niveau de compréhension. On n'a pas tous à la fois les mêmes codes, ça c'est sûr, mais nous n'avons pas tous les mêmes éléments de compréhension. Donc voilà, mais c'est la vie, c'est comme ça, et parfois j'ai envie de prendre du recul. J'ai envie de citer presque même MC Solar, j'adore reprendre cette phrase de lui, lorsqu'il dit prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Et moi j'ai envie souvent, et en ce moment surtout, de prendre du recul. De temps en temps, je fais quelques incursions, je prends du recul et je regarde. J'observe. Voilà. Et j'agis de temps en temps. Agir de temps en temps. Tu as 2 filles. Moi, je suis fiancé, hein, bien heureusement. T'inquiète pas. Ouais, mais tu n'avais aucune chance. Tu sais pourquoi tu n'avais aucune chance? C'est pas par rapport à moi. Hein. Pourquoi? C'est parce que ce sont mes filles qui choisissent, c'est tout. Ah oui, c'est pas à moi de choisir pour elles. C'est ce qui est normal. Et lorsque j'ai essayé de choisir pour elles, ça a été un nom... même si ma fille aînée s'est mariée avec quelqu'un de RFI. Donc grâce à moi. Heureusement. La jeunesse, justement, celle qui t'écoute depuis 1995 sur les 4 coins du continent, donc ce continent qui est l'avenir, voilà. Comment doit-elle se faire entendre quand en face, il y a le chômage qui pousse à l'immigration et à un taux important de criminalité? Et puis, de l'autre côté, des questions d'éducation, mais d'éducation de qualité. Alors, pour rester sur l'émigration, donc d'une partie de la jeunesse, il faut juste quand même rappeler que c'est une infime partie. C'est un pourcentage très faible de jeunes qui partent surtout de Côte d'Ivoire, du Cameroun, alors évidemment de Somalie, d'Érythrée, du Soudan aujourd'hui en guerre, mais c'est une infime partie de la jeunesse africaine. Mais c'est trop pour l'Europe. C'est trop de Noirs qui arrivent. Et certains diraient même c'est trop de nègres qui arrivent sur nos côtes. On n'a pas de problème, l'Europe en tout cas n'a pas de problème à accueillir des Ukrainiens, et même s'ils viennent par centaines de milliers, elle a des problèmes pour accueillir 10 000 Africains. Et là, ça révèle tout ce qu'est toute cette crise identitaire de cet Occident, toute cette crise identitaire d'une civilisation qui pourtant a essaimé, a colonisé, a trucidé, a esclavagisé, tout ça a été d'une violence terrible envers les peuples qu'elle a soumis, qu'elle a asservis. Et des peuples qui aujourd'hui parlent la langue de l'ancien colon. L'anglais, le portugais, l'espagnol, le français. Et pourtant, cette zone du monde ne veut pas voir celles et ceux qu'elle a obligés à être dans un bain civilisationnel. C'est terrible. Et ces gens vous disent non, chacun doit rester chez soi. Et lorsque vous leur dites l'Australie, ce territoire a été pris par les Anglais, les peuples autochtones ont été mis en minorité, on les a parqués dans des réserves, on leur a fait subir les pires inhumanités, la pire des inhumanités.
Ça a été la même chose en Nouvelle-Zélande, en Tasmanie, la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui en France, l'Amérique du Sud, bref, les Caraïbes appartient, l'Afrique évidemment. Et donc, vous avez aujourd'hui une jeunesse qui regarde le monde. Et n'importe quel jeune à travers la planète, lorsqu'il est mal chez lui, lorsqu'il ne se sent pas bien chez lui, lorsqu'il a de l'ambition, il a envie de partir. Envie de partir, tout simplement. Celui qui n'est pas bien dans son village, il a envie d'aller à la capitale ou d'aller dans la grande ville à côté parce qu'il sait qu'il pourra y trouver son bonheur et il pourra s'y accomplir. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui, intellectuellement, les Occidentaux comprennent, mais une forme de repli identitaire, communautaire et de racisme aussi chez certains explique qu'ils refusent à des peuples de voyager comme les autres. Les peuples d'Afrique sont les seuls qui ne peuvent pas voyager comme les autres à travers la planète. Il n'y a pas un endroit sur cette planète où les Afros ne sont pas dénigrés. Sauf si tu es un Afro-Américain et si tu es célèbre. Il y a un moment où... Et donc, qui veut du respect s'en procure. Que se passe-t-il? En réalité, en cette année 2023, la problématique, elle vient bien de ce continent et de ses dirigeants. Tout à fait. C'est-à-dire à quel moment nos mentalités vont suffisamment évoluer pour ne penser qu'au bien-être de nos populations. J'adore faire le comparatif avec la Corée du Sud. La Corée du Sud, en 1960, est quasiment au même niveau que le Burkina Faso. Alors certes, la Corée du Sud, il y a les Américains derrière, il y a eu la guerre de Corée, et donc les Américains soutiennent économiquement, mais à un moment donné, vous avez des peuples qui ont une mentalité. Ils ont l'éducation à marche forcée. La Chine a fait la même chose, et cela dès les années, fin des années 60, 70, et en 79, il y a un mec qui s'appelle Deng Xiaoping, qui lui dit l'industrialisation à marche forcée. Et donc, comment est-ce que l'on va faire en sorte que nos peuples soient des spécialistes dans des domaines précis? C'est ce qui explique la puissance de la Chine aujourd'hui, qui retrouve d'ailleurs sa première place dans de puissance commerciale. Elle a été, il y a plusieurs siècles, la première puissance commerciale au monde. Elle retrouve ça aujourd'hui. Qui sommes-nous? Là, pour le coup, la question, elle peut se poser. Moi, il est difficile, et puis moi, je ne suis qu'un individu, mais qui sommes-nous? Que voulons-nous réellement? À quel moment sur notre continent, je fais des généralités parce que j'ai pas envie de faire des individualités, ça servira à rien, mais à quel moment on se dit, ce qui est important, c'est je veux voir mon peuple briller. Alors Claudie, toi qui as la chance, ce privilège de discuter avec plus d'un chef d'État du continent, est-ce que ces derniers se posent ces mêmes questions? Moi, je suis pas... Faut toujours faire très attention parce qu'à une certaine époque, certains ont dit que j'étais l'ami des chefs d'État. Il se trouve que j'ai une longévité dans cette vie, dans mon métier, dans cette vie professionnelle, je vais arrêter de taper le micro, dans cette vie professionnelle qui explique que j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, que ce soit des chefs d'État français, de Mitterrand à Emmanuel Macron aujourd'hui. Jusqu'à Macron. Ouais. Oui, bien sûr, Hollande, Chirac, enfin voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce sont mes amis. Aujourd'hui, alors je peux considérer que dans ma vie, 2 chefs d'État sont mes amis, parce que je les ai connus avant qu'ils soient chefs d'État. Il y a Michel Martelly, qui fut président en Haïti, et il y a Patrice Talon, qui est le président du Bénin. Alors il y a d'autres chefs d'État aujourd'hui que je connais bien, Laurent Gbagbo, je le connais bien, mais je ne considère pas, je connais le président Sassou, mais je ne considère pas que ce sont mes amis, parce qu'on n'est pas dans le même monde, parce que voilà, et puis ce sont des présidents, voilà, donc moi j'ai pas besoin de cette relation d'amitié, j'ai besoin de cette relation de respect mutuel, mais j'ai pas besoin de cette relation-là. Et donc il m'est arrivé effectivement de parler avec des présidents et de leur donner ma vision, moi, des choses. Et j'ai dit à plusieurs présidents, je leur ai dit, vous savez, souvent parce qu'il y avait des problématiques avec la France, et je leur dis, votre seule satisfaction doit être dans le regard de vos concitoyens. Ce sont eux qui vous donnent à la fois la légitimité politique, mais qui vous donnent également la satisfaction de savoir si vous avez bien fait, si les ministres, si les députés, les secrétaires d'État, enfin les directeurs et directrices font bien leur travail. Là est votre seule satisfaction. Oubliez ce que pensent les uns et les autres. Le problème, c'est que nous sommes à une époque où il y a encore beaucoup de chefs d'État qui sont nés ou avant la colonisation ou juste après les indépendances.
Après les Et donc, il y a indépendances africaines. encore toute une idéologie, tout un complexe encore, mais même s'ils le combattent en eux, hein, mais il y a encore tout ça. Et il y a des réflexes qui sont pas les bons. Et les réflexes qui sont pas les bons expliquent la situation, expliquent aussi l'explosion aujourd'hui. Parce qu'il y a une jeunesse qui dit, hey, nous, on n'en a rien à faire. Une jeunesse qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Et elle, la colonisation, c'est dans les livres d'histoire. Tout à fait. La colonisation, elle n'en connaît que les résidus. Elle n'a jamais eu besoin de courber les chines. Lorsque je vois des gens écrire sur les réseaux sociaux, moi je me bats contre ça, ouais, nègres de maison, c'est des gens qui connaissent pas l'histoire. Ça veut rien dire. Dans l'esclavage, il n'y a jamais eu les nègres des champs et les nègres des maisons. Il y avait une vingtaine de catégories de nègres. Et les nègres de la maison, ce sont eux qui ont fomenté les plus grandes révolutions d'esclaves dans les Caraïbes et dans les Amériques. Je referme cette parenthèse-là. Et je dis aux gens, quand vous parlez de nègres de maison, est-ce que vous parlez de vos parents qui étaient en Afrique, qui étaient les boys dans la maison des colons? Est-ce que c'est de cela? Parce que ceux-là, ils ont courbé les chines. Hein. D'accord? Et là, les gens disent, ah, mince. Tu vois, c'est là où, quand on te disait tout à l'heure, les Africains qui te portent au nu et ceux qui te clashent et ceux qui te clashent parce qu'ils ne savent pas quand tu leur dis ça. Même un jour avec Booba, on a parlé de ça avec Booba, et Booba était pas d'accord, il comprenait pas le truc, et les gens de son entourage qui étaient autour de lui non plus ne comprenaient pas ce que je leur racontais sur une part d'histoire. Je referme cette parenthèse-là parce que c'était une conversation privée. Donc moi, j'ai un vrai problème avec ça. Et ça explique aussi les bouleversements violents aujourd'hui. Je sais pas si ces bouleversements-là sont propices à un avenir meilleur. Je pense que oui, parce qu'il y aura beaucoup d'erreurs commises, mais je pense que oui. Et après, parce que c'est compliqué, moi j'ai pas envie de raconter ici les conversations que j'ai eues, mais juste dire que je crois que nous sommes à une période de prise de conscience. La prise de conscience est violente pour certains, ils ne s'y attendaient pas. Et je parle aussi bien de gouvernants que de monsieur et madame tout le monde. Et que beaucoup d'erreurs seront commises, beaucoup d'erreurs d'appréciation seront commises. On va chercher des maîtres, un nouveau maître, de façon inconsciente, parce que je pense que c'est inconscient. On va trouver un nouveau maître en disant, moi vive la Russie, vive les États-Unis, vive la Chine, vive la Turquie, vive je ne sais le Haut-Karabakh, je sais pas quoi. Enfin, chacun trouvera un autre maître pour essayer de remplacer celui qui est là. Et c'est là où sont les résidus du complexe du colonisé. C'est chercher un autre maître. Lorsque je disais sur des Facebook Live, je leur dis arrêtez de brandir les drapeaux russes lorsque vous manifestez au Mali, au Burkina ou au Niger. Brandissez votre drapeau. Oui, mais ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires, mais les partenaires, tu brandis pas son drapeau. Le partenaire, ça rime avec derrière. Il est derrière le partenaire, il n'est pas devant. Le partenaire est un ami. C'est la jeunesse responsable, le rendez-vous de la jeunesse responsable. Merci Claudie. C'est la fin de ce By Night qui a fait une grande place à Messieurs Claudiciard. Merci à Brel Mount, à Senior Director, à Annabelle Zogamaundi, à Léa Zanuto Pereira, l'équipe qui m'a accompagné ce soir. On n'oublie pas l'Institut français du Congo à Pointe-Noire, ainsi que vous, téléspectateurs et internautes qui nous aimez. Prenez soin de vous. Au revoir.